TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Messieurs, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La CEDEAO appuie le Togo dans sa lutte contre la drogue. Une unité de formation mobile vient d'être remise au gouvernement togolais par l'institution sous-régionale. Ceci pour permettre à notre pays de mener à bien cette mission. Et puis le Togo veut accroître la productivité du coton, ceci à l'hectare. Pour y parvenir, le ministre en charge de l'agriculture sensibilise les cotonculteurs dans ce sens. L'étape de Palimé dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, ces courriers départ à la présidence de la République. Le chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe a adressé des messages de condoléances d'abord à son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec consternation que j'ai appris la terrible nouvelle de l'accident d'un avion de ligne de la compagnie Ethiopian Airlines qui a coûté la vie à de nombreux passagers et membres d'équipage ce 10 mars 2019 près de Bishofut en Éthiopie. Dans ce moment particulièrement douloureux, le peuple togolais se tient aux côtés de son frère éthiopien et lui assure son entière solidarité et sa compassion. Et le peuple togolais donc se tient aux côtés de son frère Kenya. En son nom et celui de son gouvernement, je voudrais vous adresser mes condoléances les plus attristées et vous prier de les transmettre aux familles endeuillées. Avec toute ma sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, d'assurance de ma très haute considération. Et le chef de l'État a également adressé un autre message, toujours de compassion, au Premier ministre de la République démocratique d'Éthiopie. Le message du chef de l'État dit ce qui suit. Monsieur le Premier ministre, c'est avec consternation que j'ai appris la terrible nouvelle de l'accident d'un avion de ligne de la compagnie Ethiopian Airlines qui a coûté la vie à de nombreux passagers et membres d'équipage ce 10 mars 2019. Et dans ce moment particulièrement douloureux, le peuple togolais se tient donc aux côtés de son frère éthiopien cette fois et lui assure son entière solidarité et sa compassion. Et le chef de l'État dit que dans son nom et celui de son gouvernement, il adresse ses condoléances les plus attristées et prie le Premier ministre éthiopien de les transmettre aux familles endeuillées. Un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines, donc reliant Addis Abeba à Nairobi au Kenya, s'est écrasé ce dimanche matin. Le Boeing 737 de la compagnie éthiopienne avait à son bord plus de 150 passagers et 8 membres d'équipage. Tous ont péri. Les effets personnels retrouvés au sol à 60 km de l'aéroport d'Addis Abeba. Ce dimanche matin, un avion de la compagnie Ethiopian Airlines en partance pour Nairobi s'est écrasé sur le sol éthiopien. L'incident a eu lieu vers 8h38 lorsque le vol a décollé de l'aéroport international Bole et 6 minutes plus tard, il a disparu des écrans radars. L'avion, un Boeing 737 similaire à celui-ci, transportait 157 personnes de plus de 30 nationalités. Parmi elles, 32 Kenyans, 18 Canadiens, 7 Français et un Belge. Il n'y a aucun survivant. Pour les familles de victimes, c'est l'incompréhension. Les tableaux d'affichage indiquaient que le vol d'Addis Abeba s'était posé à l'heure. Nous n'étions pas inquiets. Mais quelques minutes plus tard, on a lu sur Facebook et Twitter qu'il y avait eu un accident en Éthiopie. Quelques minutes après le décollage, le pilote de l'avion avait fait part de difficultés et avait obtenu l'autorisation de repartir vers Addis Abeba. Le PND, Plan National de Développement, lancé lundi dernier par le chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe, reçoit déjà l'assentiment de plusieurs partenaires. L'Union européenne adhère à cet outil de développement et saisit d'ailleurs l'occasion pour insuffler une nouvelle dynamique à sa coopération avec notre pays. Voyez ce qui suit.
Après la reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Togo en 2007, tout est allé très vite. L'organisation a tout mis en œuvre pour renouveler et renouer ce partenariat rompu depuis près de 14 ans. Des projets ont été financés dans plusieurs secteurs pour permettre au Togo d'être compté parmi les nations en route vers l'émergence. Depuis 2014, un programme national indicatif national a été mis en place pour arriver à échéance en 2020 dans le cadre du 11e FED, Fonds européen de développement. Un programme qui épouse si bien la nouvelle stratégie de développement mise en place par le Togo depuis l'année dernière, le PND. Ce plan national de développement est dans le fond une condition préalable à une bonne coopération avec le pays. Un pays qui n'a pas de plan national de développement n'est quasiment pas dans les conditions pour bénéficier d'un apport substantiel de l'Union européenne dans son développement. Donc c'est un préalable et je souhaite vraiment dire qu'il faut saluer le fait que le Togo dispose maintenant d'un plan comme celui-là. Parce que c'est important d'avoir une vision, d'avoir un programme, d'avoir une programmation, d'avoir aussi un temps opératoire. Donc à partir de là, vraiment, l'Union européenne peut beaucoup aider, comme elle a déjà fait par le passé, mais ça peut être beaucoup plus substantiel. Ça vaut pas seulement pour l'Union européenne, ça vaut pour les grands donateurs internationaux. Donc c'est un prérequis indispensable et je salue, c'est une avancée tout à fait importante. Un développement qui ne serait possible que grâce à une stabilité tant économique que politique. Et parlant de politique, justement, le Parlement européen se prépare déjà à raffermir les liens qui le lient et le lieront à la nouvelle Assemblée togolaise. Mais je crois que ce serait intéressant que le Parlement européen puisse accueillir une délégation des parlementaires, majorité, opposition, pour nouer des liens d'information réciproque, de soutien réciproque, parce que les parlementaires européens ont aussi des choses à apprendre des parlementaires togolais. Et il faut que ce soit évidemment une délégation pluraliste, avec des gens de la majorité, des gens de l'opposition, de manière à avoir tous les sons de cloche. Le Parlement européen travaille de cette manière-là. Nous avons d'ailleurs l'intention de tenter d'organiser une mission d'information avec des délégations des parlementaires européens qui iraient au Togo et qui évidemment souhaitent à cette occasion-là rencontrer évidemment les autorités, mais aussi les représentants de l'opposition représentés au Parlement, mais aussi de l'opposition qui a boycotté les élections, et les gens de la société civile, les représentants des institutions internationales sur place, enfin toutes les forces vives togolaises. Mais je pense qu'il est important que l'on continue au Togo à privilégier le dialogue entre l'opposition et la majorité. J'ai le sentiment que la majorité est très disposée à ouvrir le jeu et à débattre. Et moi je souhaite que l'opposition puisse s'insérer dans cette dynamique de rapprochement, je ne dirais pas d'alliance nécessairement, mais essayer de voir ensemble quels sont les problèmes qu'il faut résoudre. Le Togo pourra donc compter sur un partenaire de premier rang pour l'accompagner à relever les nombreux défis qu'il s'est lancés au bénéfice des populations. Et le Togo dispose désormais d'une unité de formation mobile en matière de lutte contre la drogue. Une idée de la CEDEAO qui veut ainsi permettre d'améliorer les compétences et les ressources des services d'application de la loi pour punir les trafiquants. Les précisions avec Patrice Boucan. Les autorités togolaises ont pris depuis plusieurs années. La CEDEAO a appuyé dans ses actions par l'Union européenne dans la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée. Un plan d'action régional en la matière est créé pour renforcer la coopération entre les États et mettre en place des structures et services de formation à distance dans les pays membres. Pour renforcer les capacités du personnel, le Togo a bénéficié d'une unité de formation mobile. Donc c'est une unité de formation en ligne qui est composée de 120 modules. Et tous ces modules concernent la lutte contre la drogue et la criminalité organisée. Il y a des modules importants comme la lutte contre la corruption, les modules sur le genre, les modules sur les fouilles des véhicules, les modules qui concernent les agents de douane, de port, et c'est vraiment de façon très élargie. Le Togo a été choisi principalement en tant que membre de la CEDEAO, mais également parce que le Togo est dans un corridor
donc qui ne manque pas de faire face à la circulation de plusieurs types de drogues. Donc en tant que pays clé et pays de transit de cette drogue-là, le Togo ne pouvait pas ne pas être choisi pour justement renforcer les capacités de ses forces de l'ordre pour lutter contre la drogue. Un projet qui visiblement est le bienvenu au moment où certains pays font de plus en plus face aux menaces du trafic international de stupéfiants. Rappelons le chef de l'État a affirmé il y a quelques jours seulement, au cours du lancement du plan national de développement, je cite, « Le travail est une valeur que nous cultivons et qui demeure pour notre société un repère constant et un indicateur rassurant. » Fin de citation. Vous convenez avec moi que pour un travail efficace, efficient et performant, il faut des compétences à travers des formations et du matériel. C'est alors l'occasion de féliciter les experts de l'ONUDC qui ont su transmettre avec qualité les connaissances et compétences sur l'utilisation de cette unité mobile de formation aux participants au cours de l'atelier de formation. Les bénéficiaires de cet atelier auront le devoir de partager les modules appris au sein du large réseau des agents d'application de la loi, partout que de besoin sur le territoire national. La remise officielle du matériel, d'unités de formation mobile et celle de certificats aux formateurs ont constitué le moment fort de cette cérémonie. Je vous le disais en titre, la nouvelle société cotonnière du Togo veut relancer la productivité de l'or blanc à travers l'amélioration du rendement à l'hectare. Même si la campagne cotonnière est en cours, le rendement à l'hectare est toujours en baisse, ce qui ne motive pas les producteurs. Les acteurs impliqués dans la filière se sont donc retrouvés du côté de Palimé pour diagnostiquer le problème, pour opérer les actions susceptibles d'améliorer justement ce rendement. Le compte rendu depuis Palimé de Silver Abdou. Le taux de production du coton qui était de 950 tonnes l'hectare en 2009 tourne aujourd'hui autour de 750 tonnes l'hectare. La baisse de cette productivité s'explique par nombre de facteurs, notamment la qualité des intrants utilisés, le non-respect des itinéraires techniques, les phénomènes climatiques et la baisse de la fertilité des sols. Et au moment où la NSCT, nouvelle société cotonnière, veut atteindre une production de 200 000 tonnes à l'horizon 2022, des actions doivent être menées pour améliorer significativement la productivité. L'itinéraire technique mérite d'être revisité. Il est important de revoir l'itinéraire technique qui passe par la densité, le dosage des intrants, le dosage des engrais par unité de superficie et surtout les traitements phytosanitaires en lien avec tous les changements climatiques qu'il y a. Donc bref, il faut adapter l'itinéraire technique à tous les changements intervenus dans l'environnement de la filière cotonnière. Ce qui traduit cette rencontre des acteurs de la filière cotonnière, notamment vulgarisateurs, techniciens et producteurs, pour diagnostiquer le problème destiné à définir les stratégies communes susceptibles de booster la filière. En termes de superficie, nous avons quand même fait beaucoup d'efforts. Mais au niveau du rendement, on tourne toujours en rond. Nous n'arrivons pas à faire le rendement qui se doit, qu'on s'est assigné. Nous avons mis en place un itinéraire technique qui est adapté aux conditions agroclimatiques du Togo. Nous sommes arrivés à préciser pour chaque région ou grande région du Togo quelles sont les dates optimales pour semer le coton. La région de la Savane et de la Kara qui doit semer au plus tard le 30 juin, et les régions sud qui doivent planter le cotonnier au plus tard le 10 juillet. Si vous ratez seulement 10 jours, vous semez 10 jours en retard, vous perdez 300 kg du potentiel de la variété. Même si la production envisagée pour la campagne en cours est de 127 000 tonnes, des mesures doivent être prises pour corriger ce qui assaille l'amélioration du rendement à l'hectare, limiter les contraintes pour la relance de la production. Avec un rendement amélioré, le revenu
le producteur se retrouve dans son compte d'exploitation, son revenu est amélioré et il n'aura d'autre raison que de rester dans la filière cotonnière pour ainsi accompagner celle-ci vers les 200 000 tonnes d'ici 2022. Les itinéraires techniques et bien d'autres actions sont revisités pour améliorer le rendement et permettre aux producteurs de tirer meilleur profit. Le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique a donné des orientations aux 3 secteurs impliqués dans la filière, notamment la NSCT, la FNGPC et l'ITRA, à opérer des actions, chacun à ce qui le concerne, pour accroître le rendement. Le chef de l'État, son Excellence Forisos Imnanya Singbe, attache du prix dans le cadre du PND à l'amélioration du revenu des populations et tout particulièrement des producteurs. Le chef de l'État croit au potentiel de création d'emplois que les filières agricoles ont et pour cela, nous vous exhortons à appliquer les recommandations et les mesures décidées ensemble afin de voir évoluer significativement sur les 4 prochaines années les rendements du coton afin que au bilan du PND en 2022 qu'on atteigne et qu'on dépasse les 200 000 tonnes. À terme, c'est de parvenir à agir dans une synergie d'action pour améliorer les pratiques agricoles à travers l'application des bonnes formules d'engrais en matière organique, mais aussi améliorer les itinéraires techniques à travers le respect de la date de semis, les conditions de traitement phytosanitaire et bien d'autres pour accroître significativement la productivité du coton. Une production qui ne sera optimale que lorsque les cotonculteurs pourront s'adapter aux changements climatiques. La problématique des changements climatiques, justement, était au cœur d'un colloque qui a réuni des enseignants-chercheurs des universités du Togo, de la sous-région ouest-africaine et de l'Allemagne du côté du campus de l'université de Kara. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. L'accord de partenariat intervenu entre l'université de Kara et l'université Goethe de Francfort en Allemagne porte progressivement des fruits. C'est grâce à ce partenariat que le PREDES, le laboratoire de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche de l'université de Kara, tient ce colloque. Le colloque place au centre des réflexions la question de la vulnérabilité des ressources naturelles et des sociétés face au changement climatique dans le bassin versant de l'Oti en Afrique de l'Ouest. Pour nous, c'est une manière de nous inscrire dans la logique de ce qui a commencé déjà à la COP 22. Lors de cette conférence, les universitaires et les spécialistes se sont réunis à Marrakech pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver des solutions au problème du changement climatique. Et donc cette conférence s'inscrit dans ce cadre-là. Et ce colloque est justifié par le fait que la sous-région est marquée par les changements climatiques, par l'assèchement des eaux, par l'environnement qui est dégradé. Sont conviés à cette rencontre scientifique les chercheurs des universités des 6 pays ayant en partage le bassin versant de l'Oti, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et donc le Togo. En plus de ces chercheurs, ceux de l'université Goethe de Francfort sont aussi associés. Les travaux vont se dérouler en 2 ateliers en se basant sur 3 axes prioritaires. Il y a l'analyse spatiale, disons les informations sur les écosystèmes. Il y a deuxième fois l'agriculture, les écosystèmes. Et troisième fois aussi la planification à l'avenir. Disons, quelle est la responsabilité des chercheurs au niveau des décideurs politiques. Parce que s'il n'y a pas des informations qui sortent de cette colloque à la politique, aux décideurs, ça reste seulement quelque chose d'académique. Et ça, il fallait éviter. En dehors des conférences thématiques, 52 articles seront présentés par des jeunes chercheurs à l'appréciation des enseignants-chercheurs attitrés. À l'ouverture du colloque, le vice-président de l'université de Kara, le professeur Adama Koda, a invité les participants à faire une analyse pointue du phénomène de changement climatique pour dégager des approches de solutions durables. La commune de Dapon au Togo et la ville d'Issy-les-Moulineaux en France coopèrent. Un jumelage que le gouvernement allemand et l'Union européenne veulent redynamiser. Et pour cela, une étude d'état des lieux a été faite. Du côté de Dapon, les acteurs se sont retrouvés pour une restitution du rapport. Il s'agissait d'amener les membres du comité de jumelage à avoir une même lecture des résultats et poser un diagnostic concret du fonctionnement du dit comité. Les précisions avec Désiré Aloé depuis Dapon.
La commune de Dapan au Togo et d'ici les Moulineaux en France sont des villes jumelées depuis 1989. Une coopération décentralisée au bénéfice des populations. La GIZ, à travers le programme décentralisation gouvernance locale Prodogol, s'implique pour redynamiser davantage la coopération. Une étude pour faire l'état des lieux de la coopération a été faite et le rapport diagnostic disponible. Les trois acteurs, GIZ, commune de Dapan et la ville d'ici le Moulineaux, pour une restitution du contenu qui touche les grands axes de la coopération: eau potable, jeunesse, assainissement, santé, éducation, culture, qui seront gérés par un comité de jumelage. Depuis 2010, il y a eu un comité de jumelage qui a été installé. Mais ce comité de jumelage n'a jamais fonctionné, puisque notre ville jumelle ne nous avait pas demandé de mettre en place un comité de jumelage. C'est pour cela qu'on a voulu restituer le rapport de cette rencontre, de ce diagnostic établi par le cabinet, afin de nous aider à nous relancer, afin de nous aider à refaire un comité de jumelage qui serait peut-être accepté par tous. Parce que jusque-là, notre ville jumelle ne prend pas en considération ce comité de jumelage. Il s'agit de donner un nouveau souffle de redynamisation de la coopération entre Dapan et d'ici les Moulineaux. La coopération allemande entend appuyer la commune de Dapan dans la décentralisation, la libre administration, l'autonomie financière, la bonne gouvernance, le renforcement de la démocratie, la cohésion sociale pour soutenir le gouvernement togolais dans ce choix, une action de développement équilibrée. Le baobab Bernard Dadier a tiré sa révérence hier à l'âge de 103 ans. Personnage de nombreux talents, l'Ivoirien fut poète, romancier, homme de théâtre, mais également homme politique et ministre de la Culture sous Houphouët-Boigny. Proche du Front populaire ivoirien, l'auteur de Clembier, Pagne noir et bien d'autres œuvres devenues des classiques de la littérature africaine, fut le premier écrivain africain dont a célébré le centenaire de son vivant. Et retour en page nationale pour vous signaler que les 3 sièges mis en jeu dans la circonscription électorale de la préfecture de Hao lors des échéances électorales du 20 décembre dernier ont été tous remportés par le parti UNIR, Union pour la République. Et depuis hier, les députés élus dans cette zone, dont le Premier ministre Komi Selom Klassou, était en tournée dans les différents cantons de la préfecture pour témoigner leur gratitude à la population. Et cet après-midi, la tournée s'est achevée par un grand meeting à la place de l'indépendance de Noche. Le compte rendu avec Ekwe Sala. UNIR Hao dit merci à la vaillante population pour les 3 sièges. Restons mobilisés encore pour 2020. Voilà résumé le message des députés Hao élus le 20 décembre 2018 à l'endroit de la population lors de ce grand meeting à la place de l'indépendance de Noche. Il est présidé par le Premier ministre Komi Selom Klassou, tête de liste lors des élections législatives. En prélude à cette grande rencontre de reconnaissance, les émissaires du parti UNIR étaient hier dans les différents cantons de la préfecture pour le même message. Il s'agit d'une cérémonie de remerciement des populations pour avoir porté sur le parti UNIR leur choix dans une majorité écrasante, ce qui a permis au parti UNIR de recueillir les 3 sièges pour lesquels on a voté dans la préfecture du Hao lors des élections législatives de 2018. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité dire merci aux populations, mais surtout merci aux très hauts. Nous leur avons surtout rappelé aussi les échéances qui nous attendent, c'est-à-dire les élections locales et l'élection présidentielle de 2020. Et nous, en pays élevé, lorsque vous avez quelque chose à faire et qu'il pleut, cela veut dire que Dieu a béni ce que vous voulez faire. Donc pour nous, c'est le signe de la bénédiction de Dieu sur la politique de développement du chef de l'État
et sur les échéances électorales passées, futures dans notre pays. Donc nous disons merci et nous disons merci aussi à Dieu. Nous avons remercié ces gens de la population pour leur engagement. Le remerciement là aussi va à l'endroit du président de notre grand parti uni, président de la République, Fort Esozimna Nyasingbe, pour la paix qui règne dans le pays. Dans son intervention en langue locale, le Premier ministre, comme Selom Klassou, tête de liste dans cette circonscription électorale lors des législatives du 20 décembre, a d'abord remercié Dieu pour la paix qui a prévalu avant, pendant et après ces élections. Il a également témoigné sa reconnaissance aux populations qui ont sacrifié leur repos dominical pour écouter les messages des députés UNIR venus à leur rencontre. Le chef du gouvernement a salué les populations qui ont surtout permis au parti UNIR de remporter les 3 sièges dans la préfecture après une mobilisation lors de la campagne électorale qui aura totalisé 237 meetings dans cette circonscription électorale. Durant ces rendez-vous d'échange, des besoins ont été recensés. Le Premier ministre a promis que progressivement des réponses seront apportées pour le développement du Haro. À travers des exemples accessibles à tous, le Premier ministre a expliqué les 3 grands axes du plan national de développement à l'assistance. Un plan ambitieux qui porte désormais tous les projets de développement du pays. Le chef du gouvernement a recommandé aux populations et surtout aux jeunes d'avoir de l'espoir, mais de se former pour bénéficier des emplois que vont générer le plan national de développement. Il leur a rappelé les échéances futures en leur demandant de rester mobilisés derrière le parti UNIR, Union pour la République. Au nom des populations, le chef Agokoli 4 a remercié les élus du parti UNIR Haro pour leur démarche. Il leur a réitéré le soutien de la population Haro pour le développement de la préfecture et du Togo en général. Et de leur côté, c'est le 8 mars dernier, journée dédiée aux droits des femmes, que les cadres du parti UNIR du Moyen Mono sont allés témoigner leur gratitude aux populations à la base pour le bon déroulement des législatives du 20 décembre 2018. Jeunes, adultes, têtes couronnées ont été remerciés et à l'occasion, les femmes ont été à l'honneur à travers des actes de générosité. Le compte rendu avec Pierre Soussoupa. Retour à la base après les législatives du 20 décembre 2018. Les cadres du parti Union pour la République du Moyen-Mono ont choisi le 8 mars, journée internationale de la femme, pour exprimer reconnaissance à toutes ces femmes qui se battent aux côtés des hommes pour le développement de leur milieu. Et chacune d'elles a été gratifiée d'un bouquet de fleurs en guise de gratitude. Nous avons reçu à cœur joie leur acte de reconnaissance en ce jour spécial du 8 mars. Nous leur réaffirmons notre engagement à lutter à leur côté pour la paix et le développement de notre milieu. Nos sincères merci. Remercier le président de la République qui nous a désenclavé vraiment La délégation a rencontré les différentes couches sociales du milieu, des jeunes, des personnes âgées, des têtes couronnées et même les féticheurs ont été tour à tour remerciés. Au centre communautaire de Toun, tous s'étaient retrouvés pour échanger et bien entrevoir le futur dans l'Union. Quand on est unis, c'est le message fort de notre parti, un message de solidarité, parce que quand nous sommes unis, nous sommes forts. Nous demandons à la population de rester unie, de fermer les yeux sur les divisions pour que nous puissions construire notre préfecture, construire notre pays. Les cadres unis du Moyen-Mono, dans le prolongement de leur projet de développement de la préfecture, ont apporté un groupe électrogène à l'hôpital de Toun pour un meilleur fonctionnement de son bloc opératoire. Geste fort apprécié par la population. La chefferie traditionnelle des Adja, mesurant l'engagement des cadres envers leur communauté, a fait de l'un de ses fils député élu
James Victor Soussou, chef canton du Mono. Nous sommes venus leur dire merci pour avoir porté un grand nombre de leurs suffrages sur les élus d'unir le parti du président Faure Essozim Gnassingbé. Nous sommes venus leur dire merci parce qu'il y a un adage bien de chez nous qui indique que même quand c'est ta mère qui t'offre quelque chose, il faut lui dire merci. Nous allons encore les solliciter bientôt pour 2020. Le slogan c'est 2020, c'est maintenant. C'est une heureuse coïncidence et donc vous avez vu, nous avons fait ce qui est de notre devoir vis-à-vis de nos sœurs, de nos mères, de nos grands-mères. La femme, c'est la mère de l'humanité. Donc à ce titre, nous leur devons tout ce que nous avons pu leur dire aujourd'hui. On a posé un acte pour soulager un peu leur souffrance au moment des accouchements. C'est tous les jours que nous devons vénérer nos mamans. Nous travaillons en équipe et donc c'est ce que nous souhaitons, c'est de rester unis, d'éviter les diversions et d'aller droit devant pour aider le président à avoir les moyens politiques qu'il faut pour dérouler son programme de société. La route est encore longue et chacun est appelé à s'engager davantage pour soutenir les actions du chef de l'État pour un Togo uni et prospère. On laisse entendre les uns et les autres ici. Et à chacun de prendre son bâton de pèlerin pour la grande échéance de 2020. Et dans l'actualité politique, toujours, il faut noter que le Parti pour la démocratie et le renouveau, PDR, était en journée de réflexion. Les membres de ce parti politique sont venus de l'ensemble du territoire national. Une rencontre qui leur permettra de faire le point de leurs différentes actions et d'explorer les possibilités de redynamiser le parti pour les futures échéances électorales. Le compte rendu avec Luc Assis. Restés un peu timides sur l'échiquier politique ces dernières années, les premiers responsables du Parti pour la démocratie et le renouveau PDR veulent redonner au parti ses couleurs d'antan. Et c'est à travers cette journée de réflexion à l'intention de ses membres venus de l'ensemble du territoire national. Il sera question pour les participants de faire le bilan de leur participation aux dernières élections législatives auxquelles ils ont pris part. Depuis un certain temps, le PDR est resté un peu en léthargie. Nous avons notre bureau national, dont certains membres sont décédés, d'autres sont frappés de maladie, à telle enseigne que le bureau national est devenu une substance inexistante. Il s'agit de redynamiser d'abord notre parti, en mettant en place un bureau intérimaire qui va organiser un congrès pour mettre en place un bureau définitif. Nous allons également nous appesantir sur notre participation aux récentes élections législatives du 20 décembre 2018. Et nous allons voir également comment prendre part aux élections locales qui s'annoncent. Créé en mai 1991, le PDR est l'un des partis politiques de la deuxième génération qui ont depuis toujours animé la vie politique du Togo. Ce parti prône l'apaisement, le dialogue, le consensus et l'acceptation de l'autre et veut œuvrer davantage pour la justice, l'égalité et une démocratie progressive et pérenne. Et du côté de l'Union des forces de changement UFC, la jante féminine a célébré avec faste la journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Et ensemble, toutes les femmes de l'UFC ont effectué une visite à Azao dans une unité de production d'huile de palme et de palmiste, histoire de s'instruire sur l'entrepreneuriat. Le compte rendu avec Luc Assis. Nos excuses, quelques soucis techniques. Nous reviendrons donc sur la célébration du 8 mars par les femmes de l'UFC dans le courant de cette édition ou dans nos prochaines éditions. Mais sachez qu'également les femmes de l'Office togolais des recettes OTR et de l'Édit Togo ont elles aussi célébré la journée de 8 mars. Comment? Les images avec ce commentaire de Sonia Aminiko. Les femmes d'Édit Togo observent une pause pour commémorer le 8 mars, journée internationale consacrée à la promotion des droits de la femme.
À l'occasion, elles ont été sensibilisées sur leur participation à la vie publique et politique de la nation, mais aussi à la culture d'excellence dans le travail. À l'Édit Togo, les femmes veulent marquer cet événement cette année pour mettre l'accent sur le travail bien fait et surtout dans l'unité et la collaboration sans discrimination aucune. Nous avons échangé sur le rôle de la femme dans la gouvernance locale, comment elle va travailler pour être vraiment au sein de la gouvernance locale, parce que la femme aussi a le droit de participer à la gestion de la cité, à la gestion de la chose publique. Et il faut commencer par nos localités, à la base. Occasion pour le premier responsable de cet organe public de saluer l'initiative prise par les femmes. Il les a exhortées à plus d'ardeur dans le travail afin d'être toujours le leader. Créé il y a 57 ans, le quotidien Togo Presse compte à ce jour 369 agents, dont 117 femmes cadres pour la plupart. Quand les femmes de l'Office togolais des recettes OTR tronquent leur costume de bureau pour se mettre dans la peau des militaires, ça donne ça. Ou encore dans la peau des mannequins. C'est l'ambiance de la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars. Ici, elles se rappellent de leur rôle dans la vie politique nationale. Mon message, c'est d'inviter nos femmes, nos valeureuses femmes, à briser le verre et à rentrer dans cette dynamique pour pouvoir apporter un climat de paix dans toutes les directions, dans toutes les divisions, dans toutes les sections et dans tous les commissariats de l'Office. Nous sommes appelés à rendre un service de qualité. Et le service de qualité, c'est dans tous les domaines. Je me réjouis du thème retenu par les femmes battantes de l'Office togolais de recettes. Je cite: la participation de la femme dans l'apaisement du climat social de l'OTR. Ce thème s'inscrit dans la droite ligne du thème national, car la femme de l'OTR se doit d'être une femme engagée qui participe à la gouvernance tous azimuts, notamment locale, familiale et professionnelle. Je vous exhorte donc à faire de ce thème un credo, afin que ce message puisse être connu de tous, car vous avez toujours joué un rôle profond en matière de cohésion et de la consolidation sociale. Des distinctions ont été décernées aux différents acteurs en reconnaissance de leur dévouement dans la bonne marche de l'institution. Je vous le disais, les femmes de l'UFC étaient également aux couleurs du 8 mars durant cette journée. Et elles ont choisi donc de rendre visite à des femmes d'une unité de production de l'huile de palme et de palmisme. Le compte rendu avec Lucas. Les femmes de l'Union des forces de changement UFC en pleine célébration du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. C'est dans une ambiance de gaieté et de convivialité qu'elles ont exprimé leur joie d'être à l'honneur ce jour. L'édition 2019 de cette célébration au Togo, axée sur la femme et la gouvernance locale, a incité ses militantes à s'inscrire dans l'apprentissage. Elles sont allées découvrir et apprendre à Azan, dans la préfecture de Kévé, la fabrication de l'huile de palme et de palmisme. Les femmes contribuent beaucoup à l'évolution du monde. C'est la femme qui porte les enfants, c'est elle qui s'occupe de son foyer. La sortie d'aujourd'hui nous a permis d'emmener nos dames voir ce que leurs consoeurs femmes peuvent faire avec la palme, qui est notre symbole à nous UFC, femmes de l'UFC.
Donc ça nous a permis d'aller voir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment constitue-t-on une coopérative? Parce que nos femmes ont beaucoup d'idées et nous voulons les concrétiser. Elles entendent initier des projets d'entrepreneuriat afin d'acquérir leur autonomisation. L'idée de se constituer en coopérative a beaucoup instruit les visiteurs à se regrouper en association pour mieux réussir leurs initiatives. C'est dans la joie et la liesse populaire hier samedi au stade Aniko Palako de Kanté que les Lamba, Tamberma et Ngangan ont célébré leur fête traditionnelle. Les échos de Tislim Difwani au Boudam, édition 2019. C'est avec Nestor. Bonjour. Chaque année, les Lamba, les Tamberma et les Ngangan se fixent rendez-vous dans la première quinzaine du mois de mars pour faire la fête. Cette année, c'est le samedi 9 mars qui a été retenu. Ils sont arrivés d'un peu partout à travers le pays pour célébrer Teslim, Difwani, Oboudam. Chez les Lamba et Ngangan, Teslim et Oboudam constituent des actions de grâce à Dieu pour sa bénédiction et surtout pour les récoltes de la saison agricole écoulée. Par des rites et sacrifices appropriés, les prêtres traditionnels implorent le Tout-Puissant et les mains des ancêtres pour le bien-être de la communauté et le meilleur rendement agro-pastoral au cours de la saison à venir. Tislim ouvre la voie à la danse Sintou en hommage aux vieilles personnes disparues. Difwani, chez les Tamberma, est une cérémonie d'initiation du jeune garçon pour son entrée dans la classe des adultes. Le jeune est soumis à de rudes épreuves d'endurance, de résistance physique et morale afin de stimuler en lui la maîtrise de soi, les réflexes d'autodéfense et les techniques de combat. Au-delà des actions de grâce à Dieu pour la réussite des récoltes et de l'initiation des jeunes aux péripéties de la vie adulte, Tislim Difwani Oboudam est pour nous une véritable occasion du renforcement de notre vivre ensemble malgré les diversités linguistiques, culturelles, pour ne citer que celle-là. En plaçant cette 34e édition sous le sceau du renforcement du civisme et de la participation citoyenne avec diverses activités dont une fois la population de l'Akéran renouvelle son attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement, toujours prônées par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État. Tislim Difwani Oboudam est un moment d'allégresse et de joie, moment bien illustré par la prestation des groupes folkloriques. C'est la danse du country. Une danse rythmique. Tislim Difwani Oboudam est une fête identitaire. Elle est l'expression de la culture Lamba, Tamberma et Ngangan, peuple majoritaire dans l'Akéran. Parlant de la culture, le ministre en charge a souligné qu'elle doit être valorisée. Si en Grèce et à Rome, tenus pour être les berceaux de la civilisation, tradition et rites avaient, depuis les origines, droit de citer, pour quel motif ne devrait-il pas l'avoir chez nous? Nous devons donc valoriser notre culture. Du reste, contrairement à ce que l'on peut être porté à croire, l'on peut gagner sa vie grâce à la culture. En effet, une enquête effectuée par l'Institut statistique de l'UNESCO renseigne que l'emploi culturel peut représenter 1 à 11% de l'emploi total d'un pays et d'après le rapport mondial 2018 de l'UNESCO, les industries culturelles pèsent 2250 milliards de dollars et emploient 30 millions de personnes dans le monde. Mesdames et messieurs distingués invités, sur un tout autre plan, au-delà de sa dimension culturelle et cultuelle, Tislim Difwani Oboudam est devenu aujourd'hui, pour les fils et filles de la préfecture de l'Akéran, une grande occasion de communion et du bilan. Bilan du travail abattu après une année, mais aussi rétrospective sur le vécu passé, analyse du présent
et résolution pour de nouvelles perspectives. L'acquérant étant un grand grenier, les échantillons des récoltes de cette année ont été présentés à l'assistance. Les autorités et les invités ont pu se régaler des mets préparés à base de ces produits locaux avant de se séparer avec l'espoir de revenir en 2020 pour la 35e édition de Tisseline d'Ifouani au Boudam. Rendez-vous est pris donc en 2020. Et voilà, c'est sur ces belles images culturelles que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.